Je vais vous demander, si vous le voulez bien, de vous présenter tous les trois. Monsieur Anderson, tout d'abord. Yeah. Hello, Tom Anderson, Senior Vice President, Commercial and Customer Support for ATR. Bonjour à tous, Mathieu Duquesnoy, je suis en charge de l'Europe, Afrique, Moyen-Orient et Asie centrale pour Embraer Commercial Aviation. Donc, Pierre Velay, j'étais, comme là, il a été rappelé, donc, pendant 20 ans responsable de la flotte Air France et Air France KLM. Et je suis actuellement, j'ai une structure de conseil qui me permet de faire de la stratégie sur les produits du futur. Et en même temps, je préside une société qui est une joint venture entre GE et SNECMA pour la fabrication des pièces fixes de la quasi-totalité des moteurs de la gamme. Très bien, merci. Est-ce que, M. Anderson, puis M. Duquesnoy, vous pourriez faire un tour d'horizon sur la situation de votre marché en ce début d'année et nous expliquer un petit peu où vous en êtes? Alors, en ce qui concerne Embraer, donc, nous sommes aujourd'hui le troisième constructeur aéronautique mondial. Nous sommes donc brésiliens et très fiers de l'être. Et je vous dis ça parce que je crois que ça fait partie intégrante de nos valeurs aujourd'hui. Donc je vous parle aujourd'hui, on a eu 6 premiers mois qui ont été très productifs à plusieurs égards. Tout d'abord au niveau du développement de nos produits. Donc comme vous le savez peut-être, on a aujourd'hui une gamme de produits établie donc au niveau d'Embraer Commercial Aviation avec cette famille de produits qui va de 70 à 120 places, qui est une des familles qui s'est le plus vendue dans l'histoire de l'industrie puisqu'on a vendu plus de 1200 modèles de cette famille depuis ses premiers vols il y a à peu près 11 ans de cela. Et donc beaucoup de ventes et beaucoup de développements qui sont intervenus sur cette famille pendant les 6 premiers mois. En plus de cela, on a lancé donc une remotorisation de cette famille pour faire suite aux différentes évolutions de produits de nos concurrents. Et donc qui a eu lieu aussi et qui a permis de sécuriser un certain nombre de commandes sur lesquelles je vais revenir. Donc beaucoup de développement au niveau produit, donc, qui occupe un grand nombre de nos ingénieurs au Brésil. Nous sommes dans les temps et évidemment le Salon du Bourget nous permettra de le rappeler. Avec donc, la livraison de ces premiers avions de la nouvelle génération qui sera prévue à partir de 2018 et qui permettra d'apporter de nouveaux gains technologiques et de nouveaux gains pour les compagnies aériennes en termes de coûts d'opération et donc des baisses au niveau par exemple au niveau des coûts de carburant. Consommation de carburant aux alentours de 15%. Donc beaucoup de développement au niveau du développement de nos produits. Évidemment, on est aussi là pour vendre ces produits et le marché a très bien réagi lors des 6 premiers mois. Donc si on regarde à peu près les 2 dernières années, le marché nord-américain a été un marché extrêmement prolifique pour Embraer Commercial Aviation, puisqu'un grand nombre d'appareils de 76 sièges ont été vendus sur ce marché. Et Embraer a réussi à capturer 80% des commandes lors des 2 dernières années avec l'Embraer 175, un avion de 76 sièges qui correspond tout à fait aux demandes du marché américain. Donc on a réussi à capturer 80% des commandes, ce qui correspond à peu près à 200 appareils. Si vous regardez à peu près, Embraer produit une centaine d'avions par an, c'est vraiment extrêmement significatif pour nous. Mais évidemment, le marché nord-américain reste le premier marché pour Embraer, mais on a aussi réussi à capturer un grand nombre de commandes en dehors des États-Unis, du marché nord-américain. Et on a pu confirmer, par exemple, dans la première partie de cette année, les 6 premiers mois, des commandes dans d'autres parties du monde. Une commande avec Azul, pour 30 appareils de la nouvelle génération E2. Une confirmation de la commande avec Tianjin aussi en Chine pour 40 appareils. Et aussi ici en Europe, 2 commandes très importantes. Donc une commande avec KLM pour 17 avions fermes et 17 options. Et aussi, donc c'est pas une commande directement avec nous, mais c'est un choix très significatif dans ce marché européen extrêmement, où il y a beaucoup de congestion et beaucoup de pression. La compagnie austriane qui a choisi donc d'utiliser l'Embraer 195 comme vecteur de choix pour sa flotte régionale. Donc beaucoup de progrès, évidemment le salon arrive aussi et comme vous vous en doutez, on a certaines cartes à jouer et à annoncer la semaine prochaine. Donc Embraer a fait face à tous ces défis dans ces premiers 6 mois et a permis donc de nous consolider cette position de 3e constructeur grâce à toutes ces ventes et encore une fois cette stratégie de produit qui continue à se développer pour les mois et années à venir.
Monsieur Anderson, 2013 et 2014 ont été 2 années exceptionnelles pour ATR. Le premier semestre 2015 est un peu plus calme, bien que lundi vous allez annoncer un contrat d'importance. Mais comment vous expliquez il y a un petit ralentissement sur le début de l'année, c'est dû à quoi pour ATR en termes de commandes? Well, I think as many are aware, the ATR aircraft is a family of 2 aircraft, the ATR 42 with about 50 seats, the ATR 72 with about 70 seats. And currently we have a backlog of about 300 aircraft, which is over 3 years of production. And current plan is to build about 95 aircraft a year. And I think not to jump ahead to the Paris Air Show, but I think what you'll see is that our book-to-build ratio stays greater than 1, and we continue to add to the backlog, continue to add to the fleet. When you look over time, about 94% of the options that people have had for our aircraft have been exercised. So I think we see, a very robust future. Malgré tout, 2015 est une année relativement calme en termes de commandes, après ce qu'on a connu en 2013 et 2014, pour vous. Well, if you look at last year, there was a bunch of big orders from several leasing companies, and one can have a book-to-build ratio of 2 or 3 in 1 year, but then in other years things will be somewhat more calm. So, but. Est-ce que ça voudrait dire que vos clients potentiels rencontrent des difficultés d'accès au financement d'avions ou pas? Actually, we hear the opposite, that financing is quite readily available. That if you look at, there was a story, I think yesterday in AvTrader about how attractive regional aircraft or ATRs is an investment. So I would say actually the opposite, in the fact that now we have 4 lessors who have purchased our aircraft, shows that people who are asset managers and investors in aircraft, have a strong belief in it. Pierre Velay, vous pouvez nous dresser le tableau du transport aérien régional, ce qui est un vaste sujet. Je pense d'abord, il y a un point, c'est que l'expression régionale ne signifie pas grand-chose. Depuis très longtemps, on essaie de trouver un mot qui pourrait se substituer à régional, parce qu'un avion régional est-il un avion qui fait du point à point de ville secondaire domestique? Est-ce un avion qui va faire du upfeeding? Est-ce un avion de la taille du 777-300 utilisé par Korean entre Séoul et Busan? Donc déjà, c'est de redéfinir un petit peu la gamme et la capacité et le rayon d'action. Le deuxième point, c'est parce qu'à l'intérieur des avions régionaux, on peut distinguer différentes catégories. Les avions turbopropulseurs, qui ont un marché très établi entre 40 et 80 places. Les jets régionaux et les jets régionaux qui ont commencé avec des petites capacités n'ont cessé au fur et à mesure des années de migrer vers la droite en termes de seat count, de nombre de sièges. Pour une raison simple, c'est que pour tous les exploitants, il y avait un véritable défi qui consistait à voir comment réduire les coûts unitaires. Quelque part, les coûts unitaires baissaient avec la taille de l'avion. Ensuite, il y a eu tous les avions régionaux qui se trouvaient dans la gamme de la scope close américaine ou des scope close américaines, donc avec des marchés représentant une grande incertitude. Et ensuite, on franchissait le cap du 100 places avec une zone un peu neutre et difficile entre 100 et 112 places qui représentait la zone où il était justifié, difficile à justifier le PNC supplémentaire. Et après, on passait donc 115, 120. Donc on a toute une gamme de producteurs depuis les avions turbopropres, donc qui sont représentés avec ATR. Ensuite, on a les jets régionaux qui couvrent une gamme relativement importante. Alors, en démarrant plus bas avec les avions bombardiers, quand il s'agit du 4 de front, en démarrant bas avec l'ancienne gamme Embraer avec du 3 de fond, et puis surtout avec toute la gamme des jets, qui est une gamme bilobée à 4 de front,
J'insiste sur le caractère bilobé parce que c'est un avion qui présente l'avantage d'utiliser la totalité du main deck pour mettre les passagers et d'utiliser les soutes pour mettre les bagages. Ensuite, on a vu apparaître de nouveaux acteurs, en particulier avec Mitsubishi, qui a voulu attaquer le marché du 75 à 100 places avec le MRJ. Et on a vu apparaître Sukhoi avec une coopération forte avec l'Europe et avec principalement l'Italie, l'Allemagne et la France. Et enfin, pour compléter la gamme, le C-Series. Mais le C-Series appartient-il aux avions régionaux ou est-il au début de la gamme des avions court-moyen courrier? Je pense qu'il y a un énorme point d'interrogation et ce point d'interrogation n'est pas que pour moi. Alors ensuite, quand on fait le balayage de toutes ces gammes, je pense qu'il y a eu différents défis à relever de la part des constructeurs. D'abord, à saluer le courage de tous ceux qui ont accepté d'investir soit dans des nouvelles gammes, soit directement dans des nouveaux avions, souvent avec un double défi qui était d'avoir une compétence pour mettre les moteurs à l'arrière et puis de mettre les moteurs sous la voilure, ensuite de passer des alliages légers aux alliages composites, ensuite de pouvoir avoir des moteurs de type conventionnel ou de type avec le gear turbofan. Donc énormément de défis et de paris sur l'avenir qui ont été relevés. Donc je pense qu'on se retrouve actuellement dans cette période de migration de gamme de produits, de définition de produits. Nous ne sommes pas face à des game changers. C'est pas comme on dit aujourd'hui, de la technologie disruptive. Nous restons dans de la technologie continue, mais avec énormément de paris, en particulier pour les gens qui ont parié en même temps pour une nouvelle marque, un nouveau matériau et un nouveau type de moteur, voire même une nouvelle architecture d'installation des moteurs. Alors, je pense que du côté des compagnies aériennes, il faut aussi distinguer les compagnies aériennes qui sont purement régionales, qui font du point à point régional, ou les compagnies aériennes qui ont des accords avec les grandes compagnies, et en particulier pour faire du upfeeding, sachant que le principe même de la recette du upfeeding est beaucoup plus difficile que le point à point, et ce qui a toujours rendu assez délicat la discussion que nous pouvions avoir au niveau du groupe Air France KLM avec les constructeurs, parce qu'il y avait une nécessité d'aligner les coûts d'exploitation des avions régionaux le plus près possible des coûts d'exploitation. Et quand je parle de coûts, c'est des coûts unitaires par passager que nous avions sur les gammes de moyens courriers. Je crois que ce défi reste. De la haute technologie en faisant du downscaling reste une chose difficile à faire. Il y a beaucoup de compétences au niveau chez les motoristes et chez les avionneurs. Et je pense qu'on peut avoir une gamme qui satisfasse les besoins des compagnies aériennes pour quelques années, mais pas pour très longtemps. Je pense que définitivement, à l'échéance d'une dizaine d'années, il y aura besoin d'une nouvelle gamme d'avions qui sera davantage dans la ligne du downscaling de ce qui se fait avec les très gros porteurs, avec les structures composites, le tout électrique, etc., et des moteurs très performants. On le verra apparaître aussi dans 10 ou 15 ans avec le moyen courrier. Et quelque part, par homogénéité, je pense qu'il serait nécessaire de l'avoir sur les avions régionaux. Donc les besoins sont correctement couverts aujourd'hui. Je dis pas parfaitement parce que nous, en tant qu'airline, nous demandons toujours davantage avec ces défis économiques et technologiques et réglementaires et environnementaux. Mais il y a encore devant nous d'abord d'énormes voies de progrès quand on regarde toutes les technologies qui pointent leur nez à l'horizon et en même temps sur une redéfinition certainement globale des besoins de la part des compagnies aériennes. Je rappelle qu'on n'a pas les mêmes besoins quand on est en compétition avec le TGV, quand on est dans une zone où il n'y a pas de voie ferrée rapide ou dans une zone où il n'y a pas de low cost. Donc à chaque région correspond un besoin spécifique. Monsieur Anderson et Mathieu, vous partagez ce point de vue, nouvelle définition des avions, nouvelle demande de la part de la clientèle? Well, I'd share Pierre's view that the world is very diverse and airplane requirements are diverse, airlines are diverse, geography is diverse, and so it tends to defy, easy definitions that people sometimes try to make.
And so then our challenge is to make the most out of the variability or the diversity of these things, and then come up with product lines, product strategies that are, robust and can be used across a wide, range of airline needs. So that is our challenge. And then, applying technology in a way such that it works well in a variety of different environments, because every airline executive who's buying aircraft is getting paid to do what's best for their airline. And so they're trying to drive us in a direction that meets their unique needs. But at the same time, we need to, make decisions that work well for the entire ecosystem, because if we try to drive things too much in the definition of, or drive it towards the needs of one market or one customer, then we lose the economies of scale with the technology, the economies of the scale in the industrial base that allows us to offer economic solutions to the airline's needs. So we navigate through this, and we have to navigate it through it over a long period of time. And what we've learned is that over a long period of time, although the general trends tend to be robust, i.e. growth in traffic, growth in the need of aircraft, along the way there's certain shifts and perturbations that we have to navigate our way through also. Je partage également le point de vue de Pierre. Il y a peut-être un point sur lequel je souhaiterais revenir, donc effectivement sur le point du coût unitaire. Donc effectivement, nous, en tout cas chez Embraer, on propose des solutions de flotte qui vont de 70 à 120 places, et effectivement c'est complexe pour nous d'offrir des coûts unitaires qui soient compétitifs par rapport à des avions de plus grande capacité. Et c'est la raison pour laquelle, donc, avec la nouvelle génération de produits que nous sommes en train de développer, un des points de développement, c'est de pouvoir offrir un coût unitaire qui soit comparable à celui d'un avion de 150 ou 160 sièges. Donc c'est le défi qu'on a donné à nos ingénieurs au Brésil, de pouvoir réussir à offrir un coût unitaire qui soit comparable pour pouvoir offrir de la valeur en compagnie aérienne. Mais au-delà de ça, je crois que depuis plusieurs années chez Embraer, on est aussi de fervents avocats du coût par vol, puisqu'effectivement le coût unitaire est un système très important. Mais si la compagnie aérienne n'arrive pas à remplir ses sièges et fait voler des sièges vides, in fine, elle va être déficitaire. Donc on essaye aujourd'hui, et ça fait plusieurs années qu'on s'octroie de faire ça, on essaye de faire passer un message de profit par siège plutôt que de coût par siège. Avec évidemment derrière cela le fait, on souhaite donc pousser les compagnies aériennes à utiliser le bon outil pour les bons marchés. Pierre l'indiquait tout à l'heure, c'est vrai que la définition du mot régional aujourd'hui a énormément évolué. C'est difficile de pouvoir définir d'un point de vue global, Tom l'indiquait aussi, ce que c'est qu'un vol régional, si on est en Europe, si on est au Moyen-Orient, si on est en Asie-Pacifique. Et donc l'idée, c'est de pouvoir offrir la bonne capacité pour le bon marché. Donc chez Embraer, ce qu'on essaie de faire, c'est de pouvoir donc développer ces solutions de flotte, donc qui vont de 70 à 130 places, qui sont des compléments souvent des flottes de 150 à 180 places, puisque clairement le marché tend à évoluer vers cette capacité quand on voit les carnets de commandes d'Airbus ou Boeing et la difficulté que peuvent avoir certains de nos concurrents à vendre leurs solutions de flotte de 140 à 160 sièges. Clairement, le marché a tendance à évoluer vers ces capacités, et donc on doit pouvoir offrir, nous, des compléments, comme Pierre l'indiquait, avec des coûts unitaires qui soient compétitifs, mais en n'oubliant pas non plus la compétitivité du coût par vol, puisque c'est un avantage que l'on peut offrir avec nos solutions de flotte. Pierre Velay, vous pensez que les deux avionneurs Airbus et Boeing qui sont quasiment maintenant à la tête et qui entretiennent le duopole, il y a un véritable duopole aujourd'hui dans le monde de l'aéronautique. Vous pensez qu'ils vont laisser ATR et Embraer monter doucement en nombre de sièges ou pas? Alors la vision que j'ai est vraiment très personnelle sur le sujet. Je pense que du côté de Boeing Airbus, si on regarde la gamme du moyen courrier, il couvre aujourd'hui en 6 de front en gros de 120 un peu plus de 200. Et quand je dis 120, je mets la 318. Quand on regarde quel est l'appétit du marché pour le 6 de front sur les Neo et Max, on se rend compte qu'en fait, les avions du bas de la gamme capacitaire, pas du bas de gamme, mais du bas de gamme capacitaire, ne font pas partie du débat. Les vrais gagnants sont les gagnants qui sont en milieu de gamme
Et un peu vers le haut parce qu'il y a l'obsession du renouvellement, ce qui s'appelle le renouvellement du 757, et au milieu de la gamme, 320 ou 737-8, parce que ce sont les avions qui ont le meilleur optimum en matière de coût au siège et de coût à l'étape. Dans le futur, et ça c'est un enjeu important, ça a été évoqué ce matin par Fabrice Brégier, et au niveau d'Air France KLM, nous l'avons poussé depuis très longtemps, ce que j'appelais le Light Twin Aisle. C'est un avion de 200 places, moyen courrier, hein, c'est un gros narrow body, mais c'est pas un mini wide body, qui permettrait d'avoir des temps de demi-tour rapides, avoir une traînée, une masse similaire à celle d'un 6 de front, mais qui couvrirait la gamme de 180 à 240 places, monoclasse, avec une motorisation, un type de motorisation. Ensuite, plus tard, puisque maintenant avec Neo et Max, je dirais que la messe est dite pour avoir deux gammes d'avions qui vont être produites pendant 15, 16 ou 17 ans, ou 18 ans, donc vraiment, et de voir l'avion de remplacement à l'horizon 2030. Je ne vois pas le remplacement des 320 Neo et Max avant 2030. Mais ça ne veut pas dire que Light Twin Aisle ne sorte pas avant. Ce qui veut dire qu'il va exister un vide quelque part entre le 100 et le 140 places. Alors, ce vide correspond-il à un besoin? Je n'en sais rien. On a vu qu'il y avait cette zone grise économique entre 100 et 120. Ceux qui se risquent dans la gamme des 125, 130, le marché n'est pas véritablement là. Alors, est-ce qu'il vaut mieux avoir des avions autour du 100 places super optimisés qui couvrent le besoin régional et ensuite franchir un pas important pour rentrer véritablement dans le court moyen courrier, sachant que se superpose à cela une autre donne qui est celle du rayon d'action pour les futures générations. Question qui se pose moins pour les avions dits régionaux. Donc je pense que je ne vois pas d'hostilité dans ce raisonnement. Je ne vois pas une hostilité farouche et féroce d'Airbus et Boeing à lutter contre une montée à 120, 125, 130. Maintenant, derrière, il y a un autre enjeu, c'est l'aspect social. Est-ce que les personnels navigants qui appartiennent aux compagnies régionales dans les grands groupes ont les mêmes statuts que les personnels navigants qui font du court et moyen courrier? Non. On va revoir apparaître des problèmes et des questions sur la scope clause, donc des problèmes d'interférence et d'overlap de gamme entre les gammes dites régionales et les gammes court et moyen courrier. Donc, s'il y a d'énormes points d'interrogation dans cette zone-là, je pense qu'elle risque d'être davantage sociale qu'uniquement liée à la stratégie produit des constructeurs. Point de vue personnel. Monsieur Anderson, le 90 places est un sujet très sensible chez ATR. Le précédent président d'ATR était favorable. Un des deux actionnaires, semble-t-il, y est favorable. L'autre, pas vraiment. Bon, entre nous, strictement entre nous, que demandent vos clients? Vos clients vous demandent un 90 places? So it's interesting. This is the second time in a few days I've been in a semi-public forum, and the second time I've been asked this question. So it seems to be rather popular. Obviously, anytime you're going to spend a couple $1 billion of shareholders' money, whether it be in our shareholding structure or Boeing or Airbus or Embraer, there's going to be a certain amount of discussion about whether that's money well used, and so I think you'll continue to hear some level of debate about, our future product strategy and how it's funded. And so I view it as a healthy discussion when you're spending a lot of someone else's money to develop products, and it's a journey, and I think we'll come to a successful closure journey because we've got this amazing backlog, an amazing product and franchise today, and obviously we're going to live it for the long term. Est-ce que vous pourriez, une précision, que demandent, quand vous voyez vos clients, qu'est-ce qu'ils vous demandent exactement? À part des économies, un service après-vente, ils vous demandent de monter en gamme en termes de sièges? So when you sit down and you typically meet with a client and have an open discussion, there's topics that always come up, whether you're Boeing, Airbus, Embraer, or ATR, which is, first of all,
what are you doing to continuously improve the product and reduce operating costs? Whether it be maintenance costs, whether it be reducing fuel burn, whether it be making the airplane more structurally efficient, and you constantly have to be working on that. And some of it is incremental, and some of it is the leaps forward that happen when you roll out a new product. The second thing that always comes up is, what are you doing to improve the revenue density of the aircraft? Because an aircraft is driven by revenue per square meter of floor space. And so you constantly have to be looking at how do you get more revenue into the aircraft, whether it's seats that are more efficient and allow you to put more capacity in the aircraft, or optimization of galleys, lavatories, and other things. And that's things that we're working on and have to continue to do so. And then I think what your question points out is the value of having a family, because customers want to be able to purchase aircraft from a manufacturer that offers a couple different airplane sizes or multiple airplane sizes to fit their unique need, given this diversity. And so right now we have a family that's 50 and 70 seats. As to whether the future means that we should push up market, I'm not going to venture a guess. Right now, in our category of these 50 and 70 seat aircraft, we have a dominant position. If you look at the bigger aircraft, we've now got MRJ, C-Series, Superjet, Embraer products, and it is a crowded space. And so we would have to fundamentally ask for our questions: what is it, the unique value that we're adding? What is it that is the capabilities economically, performance-wise of the proposed aircraft that would give us, a unique selling point? And so we have to kind of walk through that journey and figure out, if you're going to enter into that sort of space, what are you giving customers that they're really going to value and value uniquely relative to your competitors? And that's, true in any type of business venture. Vous avez évoqué les nouveaux entrants. Je me souviens qu'il y a 4 ans, au Salon du Bourget, tout le monde parlait de l'arrivée du Superjet 100, de Mitsubishi. Il y a un programme japonais. Donc les nouveaux entrants allaient bouleverser le marché et bousculer Embraer et ATR. 4 ans après, les nouveaux entrants ne sont toujours pas entrés. Et ils ont bien des soucis, techniques et de mise au point. Comment vous expliquez ça, Pierre Velay? Expliquer les échecs des autres, c'est pas très facile, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un enjeu très important dans le cas de Mitsubishi. Et il se trouve qu'en tant que Air France KLM, nous avons participé à tous les advisory groups de tous les programmes, donc pour voir quelle était la genèse de ces programmes. Dans le cas de Mitsubishi voulait développer un avion régional en essayant d'intégrer tout ce qu'il était possible de faire initialement par du composite sur les voilures, des systèmes les plus avancés possibles, des process originaux découlant de la technologie automobile. Donc il y avait beaucoup d'enjeux en utilisant des constructeurs, des équipementiers japonais. C'était pour eux un enjeu politique, technologique, industriel de se repositionner sur le marché de l'aérien. Ce qui s'est passé, c'est que même en ayant une compétence de production en composite, puisque Mitsubishi fabrique les voilures du 787 en composite et de façon très très performante, ils avaient la capacité de production, mais pas la capacité de conception. Donc ils sont revenus ensuite à de l'alliage léger. Et puis quand on n'a pas l'expérience de l'intégration, il faut savoir que la construction d'un avion c'est une industrie extrêmement intégrante. Et quand on n'a pas une gamme complète d'expertise pour couvrir la totalité du domaine, il y a de vrais défis. Bon, et ces défis sont durs à réaliser. L'avion est sorti. Ce qui a été noté, c'est la remarquable qualité de fabrication de l'avion. Mais ça ne veut pas dire qu'au niveau système, les systèmes soient matures et pour cause. Donc il y a encore un complément de maturité. Moi, dans le passé, j'ai toujours été très, très vigilant sur les affichages, qui étaient des affichages pour satisfaire les shareholders, les financiers, pour avoir les durées de développement les plus courts possibles. Je
pense qu'il faut 9 mois pour faire un gosse, il faut 9 ans pour faire un avion. Il y a des durées qui sont relativement incompressibles, il ne faut pas jouer avec ça. Et quand en plus on n'a pas l'antériorité et qu'on veut faire des sauts technologiques, il faut aussi prendre en compte ce genre de choses. Donc ça, c'était l'opération japonaise. L'opération russe, alors je dirais une autre chose sur l'opération japonaise, c'est que les Japonais ont aussi été très très sensibles aux sirènes de Pratt et Whitney, qui voulait revenir massivement sur le marché commercial et qui a proposé son GTF tout azimut, puisqu'en même temps, il propose le GTF sur le Neo, sur la nouvelle série des E-Jet, et dans l'ordre, il l'avait fait sur Mitsubishi, et avant, sur le 6 Series de Bombardier. Donc, une sorte d'arrivée massive en développant des moteurs, et en plus des moteurs qui avaient des poussées différents, des mâts différents, des taux de dilution différents, donc beaucoup d'enjeux en simultané. Quand je dis d'enjeux, de défis en simultané. Le programme russe, c'est quelque chose de différent. Le programme russe était sur un avion à 5 de front, et qui était un avion avec l'idée à l'origine de faire un avion de 65 à 100 places. Ce qui pouvait paraître étrange parce qu'un 5 de front est vraiment très optimisé à 100 et un peu plus de 100, mais pas à 65. Donc le programme a été revisité. Ensuite, c'était l'opportunité d'introduire un nouvel entrant à cette époque, au début des années 2000, qui était le SM-146. Le SM-146 était une joint venture entre un constructeur NPO Saturn en Russie et la SNECMA. Et les deux apportant le top de ce qu'ils avaient technologiquement. Donc là, c'était une opération très intéressante de mixer deux formes de compétences. Au niveau de la cellule, de l'ensemble de la cellule, il y avait la partie airframe, la partie système, et Sukhoi avait décidé de faire appel aux équipementiers européens et à l'aérodynamique, la compétence de l'aérodynamique russe. Ce qui fait et le tout avec une leçon qui avait été tirée de l'aventure Dornier, parce qu'il faut aussi se souvenir de ce qui s'est passé avec Dornier et l'abandon malheureux de ce programme. Donc c'est là où on s'est rendu compte de cet empilage de difficultés, de défis, de challenges, on peut trouver tous les mots que l'on veut. Donc, in fine, l'avion, alors c'est étonnant, il était en avance, le moteur était meilleur que les moteurs existants à l'époque. L'avion qui est exploité par une compagnie mexicaine, les performances intrinsèques de l'avion sont tout à fait remarquables, mais derrière, on se retrouve dans un environnement politique, un environnement de support, une sorte de dichotomie au sein de la coopération avec les Italiens, enfin beaucoup d'éléments qui font que l'affaire ne débouche pas, alors que le produit aurait pu être véritablement un produit éligible avec, à condition qu'un certain nombre de compagnies essuient les plâtres, comme c'est le cas sur toutes ces nouvelles gammes. Donc voilà ce qui s'est produit quand on regarde les deux programmes. Alors est-ce que c'est ce qu'on appelle une première enchère? Est-ce que ça veut dire qu'ensuite l'industrie russe sera prête à faire quelque chose de différent, de plus gros à la leçon et avec l'éclairage précédent? Sous quelle forme de partenariat? Maintenant, on entend de partenariat, mais sur un gros module entre la Russie et les Chinois. Ça, on verra la suite. Mais il y a beaucoup d'éléments qui peuvent expliquer l'insuccès aujourd'hui de ce programme. Et je dis que c'est d'autant plus regrettable, c'est qu'en tant que compagnie aérienne, il est toujours bon de stimuler la compétition. On peut regarder ça sous tous ces aspects, entre les airframers, avec les motoristes. On avait un nouveau motoriste qui pointait son nez avec le SM-146 parce que c'était une nouvelle opportunité. Et puis l'environnement politico, à la fois politique, économique et défaut de support a fragilisé le jeu. Voilà. Embraer et ATR, quelle conclusion vous tirez de cet environnement qui devait être concurrentiel et qui se révèle en fait, vous dans votre secteur, vous devenez vous aussi un duopole? Non, je crois que la compétition reste de mise. La compétition est difficile. Comme l'indiquait Pierre, les concurrents sont là, ils sont présents. Chaque campagne de vente est très difficile. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont désespérés. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous ces concurrents, ils cherchent à gagner des parts de marché et donc ils offrent des solutions de concurrents désespérés. Donc c'est pas évident d'avoir des solutions, nous, de notre côté, qui soient attractives pour le marché.
par exemple, mais malgré cela, ils n'arrivent pas à vendre. Donc ça montre à quel point les solutions que nous, on offre, elles sont performantes. J'ajouterai aussi un point par rapport à ce qu'a disait Pierre, et ça vient vraiment de là d'où on vient. En fait, ça prend probablement des décennies de développer un réseau de support client, un réseau qui soit performant, qui soit global. Et ça aussi, tous ces nouveaux entrants, ça va prendre du temps pour eux à développer toutes ces solutions-là. Et aujourd'hui, bon, il y a quelques opérations en dehors de leur pays captif, mais c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils essaient peut-être de faire aujourd'hui, mais ça va prendre un certain nombre d'années avant qu'ils puissent acquérir le même niveau de maturité que des constructeurs comme les nôtres ici. Nous, on voit cette compétition avec toujours beaucoup de respect, on a toujours beaucoup d'humilité chez Embraer. Notre credo, c'est toujours de se concentrer sur nos solutions, et c'est en faisant ça qu'on a réussi à devenir le 3e constructeur aujourd'hui. On cherche à offrir le plus de valeur possible en compagnie aérienne. Je crois que ce qu'on cherche à faire toujours, c'est de discuter avec ces compagnies, de réussir à customiser le plus possible ce que nos avions peuvent offrir aux compagnies aériennes. Et en fait, ce qu'on vend, c'est pas uniquement un avion, c'est encore une fois une solution, puisqu'on essaie d'offrir des solutions de support aux clients, de formation qui répondent encore une fois aux demandes des compagnies aériennes. Et c'est là aussi où peut-être on a un petit plus et un petit pas d'avance par rapport à ce que nos concurrents peuvent offrir aujourd'hui, et qui fait qu'on a acquis cette place de 3e et qu'on va défendre très chèrement dans les années à venir. I'd say a little bit my somewhat generic high-level responses. We spend a lot of time talking about the failures and the trials and tribulations, and they tend to be very resonant in people's minds. But then we have to sometimes challenge ourselves and say, well, what would the alternate view be? There used to be a duopoly between Boeing and McDonnell Douglas, and now it's a duopoly between, Airbus and Boeing. So the world has changed very much in a matter of, literally 30 years. I remember 30 years ago being a young marketing analyst at Boeing, and when the topic of 50-seat regional jets came up, everyone said, it'll never work. And my colleague here and the folks at Bombardier have built a lot of 50-seat regional jets, and now they're not really building very many of those anymore. And so I think we have to be sort of a little bit, I jokingly say to colleagues, constructively paranoid about the future, challenge our assumptions, and think, where could the world change and shift? Because it's when those changes and shifts happen that, wonderful things happen for some and unfortunate things happen for others. And we have a very nice market niche right now, building aircraft that are smaller than some of our colleagues in the business, but we'll have to obviously challenge ourselves about the product policy of the future so that we can, remain relevant. Merci. Y a-t-il une question dans la salle? Bonjour à tous, Jean Fléjac, président des ailes d'Assas à l'Université Paris 2. Vous nous avez parlé d'un duopole entre vos deux entreprises, ATR et Embraer, mais je me posais notamment la question du ferroviaire. Quelle part, et notamment la captation justement des parts de marché, prend-elle, et si cette captation influe-t-elle sur les décisions que vous proposez à vos clients, notamment compagnies aériennes, etc. Absolument. Et je vais d'ailleurs vous répondre par un exemple. Donc aujourd'hui, si on regarde le marché européen, évidemment, le train à grande vitesse a pris une part importante du marché, on va dire jusqu'à 3 heures de vol, 3 heures de train. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce marché aujourd'hui, c'est principalement entre ce qu'on appelle destination principale et destination principale. Là où nos solutions de flotte apportent beaucoup de valeur aux compagnies aériennes, c'est entre destination secondaire à destination secondaire. Après, Tom peut-être expliquera son cas. En ce qui nous concerne, donc pour notre solution de jet, donc sur des routes courtes et sur des routes un peu plus longues. Le cas de KLM, par exemple, KLM City Hopper que j'indiquais tout à l'heure, nous a commandé 17 avions et peut-être 17 options à confirmer pour pouvoir alimenter son hub de Amsterdam Schiphol.
pour faire des routes longues, puisqu'ils font des routes qui font 3 à 4 heures de vol, mais aussi des routes très courtes, moins d'1 heure de vol. Et en fait, le produit que nous proposons offre la versatilité de pouvoir faire ces vols très courts, mais aussi ces vols très longs. Donc évidemment, sur ce marché européen, le train à grande vitesse est un concurrent féroce, mais sur des marchés point-point secondaires, c'est vrai que ces vols peuvent offrir des solutions très intéressantes. Yeah, maybe I should clarify. I don't view ATR and Embraer as a duopoly. I think it would be fair to characterize Airbus and Boeing as a duopoly. But if you look at ATR's product line and Embraer's product line, one would not characterize that as a duopoly. I think as much as people talk about trains taking people away from aircraft, on occasion there's examples that they're the opposite, which is if you're connecting two hubs that have very congested airports, then the people who are flying up on the, or being transported on the train actually free up capacity at airports, and then the capacity or the slots at the aircraft or airport can be better optimized. So I wouldn't necessarily sometimes view it as trains compete against airplanes, and therefore we should be, arguing with each other. You have to look at the ecosystem and how does the ecosystem really work, because ultimately you've got multiple modes of transportation: cars, trains, aircraft, and maybe someday teleportation, and they're going to have to kind of work in concert with each other. People get to the airport a lot of times via a train. So. Juste une précision, j'assume la paternité du terme duopole. Parce que quand on voit objectivement, quand on voit l'état de la concurrence autour de vous, le choix devient de plus en plus restreint. Voilà, je l'assume. Oui, je voudrais poser une question relative un peu à la congestion du ciel, des aéroports, du trafic aérien, spécialement en Europe. Cette congestion est aggravée par le fait qu'en Europe, il devient de plus en plus difficile, voire impossible, de construire de nouveaux terrains, de nouveaux aéroports. Et par voie de conséquence, le slot, le créneau devient une ressource très chère et les aéroports tendent à privilégier tarifairement les gros avions. L'exemple le plus caricatural, c'est Heathrow, évidemment. Et donc, à cet égard, je me demande si ce n'est pas une menace qui pèse sur les avions, appelons-les régionaux, faute de mieux, qui va obérer leur coût d'exploitation quand ils se posent sur des grands hubs, parce que ce sont des petits modules qui paieront des redevances anormalement élevées. Absolument, excellente question. C'est vrai que c'est une problématique que l'on rencontre très souvent en Europe, mais je crois que, et Pierre le rappelait tout à l'heure, une des raisons premières de nos types d'appareils, c'est justement d'alimenter ces hubs. Est-ce qu'on peut faire voler un avion de 150 ou 200 places entre une destination secondaire en Allemagne, en Espagne, en Italie, sur CDG ou sur Schiphol ou sur Francfort, avec un avion de 150 places? Probablement pas. Est-ce qu'on peut le faire par contre avec un avion de 100 places, voire un avion de 50 places? Peut-être. Et ce qu'il faut voir, c'est que pour une compagnie aérienne, la contribution principale, elle est sur le long courrier. Donc, on est aujourd'hui dans une problématique d'alimentation des hubs. Il est évident que sur des terrains extrêmement tendus comme Heathrow peut-être ou Charles de Gaulle, la taille des appareils plus petits est quelque chose qui est difficile à exploiter. Mais malgré ça, quand on regarde la contribution pour les compagnies aériennes, d'un point de vue système, elle est absolument essentielle parce que c'est elle qui permet d'alimenter le hub. Et sans ces avions de plus petite capacité, on ne pourrait pas alimenter ces hubs sur toutes les destinations du réseau. Sauf si les hubs étaient alimentés par des TGV. Alors, si après les États ont les moyens d'investir dans des lignes TGV, mais je ne pense pas que les finances publiques aient la capacité de faire ça sur tous les pays européens actuellement. Thomas Anderson, qu'est-ce que vous pensez? Vous pouvez répondre à la question de Well, I think to the first gentleman's question, yes, there are in the world some origin-destination pairs that can justify large aircraft on their own. But when we talk to airline customers, many of them are attracted to our product, and for that matter, Embraer product, because they feed their hubs, and they're dependent on that hub feed to fill the big aircraft. And so I think the relationship between big aircraft and small aircraft in most airport environments is actually,
fairly symbiotic. You can't fill a big airplane without good feed network and good, feed approaches. And so it's a matter of the art of modeling it and capacity allocation and getting, the formula to work right. So. Quand on regarde l'évolution ces derniers temps, il y a une autre chose, c'est on voit des lignes ferroviaires se fermer, on voit une polémique sur les aéroports non rentables. On ne va pas parler de la même façon quand il s'agit d'alimenter un hub ou d'alimenter une ville secondaire, une toute petite. Quand on compare Charles de Gaulle et Heathrow est saturé en raison de son nombre de pistes. Du côté de Charles de Gaulle, il y a toutes les plages de correspondance et il y a entre les plages de correspondance de la disponibilité. Donc en fait, il y a une extraordinaire variété, enfin, c'est pas une façon de shooter la question, mais il y a une extraordinaire variété de réponses zone par zone, géographie, enfin région par région, aéroport. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que, on le voit tout azimut, l'utilisation de l'argent public va être de plus en plus dans le collimateur. Et qu'il est vrai qu'il y aura des opérations de centralisation. Quand on parle du multimodal, la complémentarité avec le train, on va regarder aussi comment le train est subventionné ou non par de l'argent public. Donc tous ces éléments vont rentrer en ligne de compte. Je pense que nous sommes face à une extraordinaire dynamique. Et peut-être ce qui est difficile, c'est d'arriver à projeter relativement à court terme, en partant des produits d'aujourd'hui, de la nature des trafics d'aujourd'hui, d'extrapolation très, très calibrée des trafics, alors qu'en fait, il y a énormément d'éléments exogènes qui vont remettre tout en question. Je pense que c'est cet élément de dynamique qu'il faut garder en tête. Mais on peut imaginer, je vous pose la question, monsieur aussi, on peut imaginer dans l'avenir une restriction des grands hubs aux moyens et longs courriers, ce qui reviendrait à interdire donc des Embraer, des ATR. Par exemple, un exemple concret, à Roissy, lorsqu'un A380 décolle, derrière, l'espacement, si c'est un régional l'espacement est plus important que si c'est un 777 ou un 330, etc. Ça, c'est un débat que je ne voudrais pas ouvrir aujourd'hui. C'est le débat. L'A380 est un outil de désaturation des grands aéroports. Alors, je peux vous dire que les avis divergent. Donc, il y a le jeu de la séparation, mais c'est tout à fait exact. Non, le point, c'est vraiment la saturation en nombre de mouvements et aussi du contrôle aérien. Parce que le contrôle aérien est limité dans sa capacité, on ne peut pas faire n'importe quoi. On l'a vu avec le doublement des pistes de Roissy, ça n'a pas doublé le nombre de mouvements. Ça les a augmentés de 25 ou 30% à l'époque, mais ça ne les a pas doublés. Et à nouveau, Heathrow est saturé. Donc à partir du moment où il est saturé, les gros porteurs auront intérêt à y aller. Maintenant, entre un gros porteur et un très gros porteur, avec des espacements de décollage différents, ça, le débat, l'autre fois. Mathieu, Tom, vous voulez répondre sur ce point ? Non, en fait, juste pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi l'élément de fréquence, effectivement, qui est important, tout ce qui est alimentation des hubs. Il faut pouvoir, encore une fois, alimenter ces vagues de hubs avec le bon nombre de fréquences. Et encore une fois, il faut pouvoir avoir le bon nombre de passagers pour remplir les avions. Et on revient à la problématique de base qui est d'utiliser le bon outil pour le bon type de marché. Et c'est là où tous les vols ne peuvent pas être remplis avec des avions de 150 ou 180 places. Et il y a de la place, évidemment, pour ces avions-là, pour des A380 à Dubaï, mais aussi, et beaucoup, pour des avions de 100 places et moins dans d'autres parties du monde. Well, I think the underlying assumption a little bit in the conversation is crowded skies are bad, and it depends on who you ask. Many senior airline executives would probably say crowded skies is a form of capacity constraint and capacity discipline that at a certain level is healthy in the system, or at least not unwelcome by them. So, if you're the traveling public, crowded skies is a bad thing, and it causes you to, spend more time on airplanes than you'd like, but to a certain extent it is an accepted part of, market equilibrium, and so I would take sometimes the contrary view and say, well, why does this exist? And it exists for a reason, and sometimes a necessary one. Merci. Une dernière question, oui, je sais, on va s'arrêter. Une dernière, non, c'est fini. Non, c'est fini. Philippe, je suis désolé. On me dit, mais on va continuer hors micro.
Bon, on m'a demandé de vous dire que vous devez tous aller dans la salle Lindbergh assister à la séance de clôture. Voilà. Mais